Bonjour Monsieur le Président, je vous entends pas très bien, mais je vous entends néanmoins. Bienvenue à bord de la Station spatiale internationale. Bonjour Thomas, vous allez bien? Eh ben écoutez, ça va très bien. Et vous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. La mission se termine, mais tout le monde est en très grande forme à bord. On est très heureux de vous accueillir à bord de la Station spatiale. Ah, c'est hyper sympa, ravi d'être avec vous. Vous avez l'air en effet en forme et d'avoir le moral. Là, comment ça se passe? Comment vous vivez ça? Racontez un peu. Eh ben, écoutez, les derniers jours sont un peu particuliers. C'est vrai qu'on a des incertitudes sur la date de retour, mais ça fait partie de la mission, évidemment. Quand on s'embarque sur une mission comme ça, on sait que ce genre de choses peuvent arriver. Quelque part, moi, je trouve que c'est presque une bénédiction. Ça nous permet d'avoir quelques jours dans la station avec évidemment encore du travail, mais toute notre liste de choses à faire, eh ben, on l'a faite, on l'a fini, on est prêt au retour. Donc, quelque part, c'est quelques jours pour moi. J'essaie d'en profiter au maximum. C'est un peu comme un sas avant de revenir sur Terre et de retrouver mes proches et ma famille. Et alors, comment s'est structurée la journée type pendant la mission? La journée type, elle se répète un peu de la même manière tous les jours. On commence la journée par une grande conférence en fait avec tous les centres de contrôle. On pose nos questions, on obtient les réponses à nos questions peut-être de la veille. On se met d'accord sur le plan. Les centres de contrôle sont, comme vous le savez sans doute, répartis partout sur la planète, notamment en Europe. Et ensuite, chacun va vaquer à ses occupations. Ça va être recherche scientifique dans le module japonais, maintenance dans le module européen, entretien des scaphandres dans le module américain. Parfois, on travaille à plusieurs, parfois, on travaille séparément. 2 heures de sport, 2 heures, 2 heures et demie de sport pour entretenir sa forme physique, hein, pas pour faire de la musculation, mais pour revenir sur Terre en bonne forme. Et puis, la journée se termine tranquillement, en général, vers 19h30, 20h le soir. Donc, on fait des journées de 12 heures à peu près dans la station spatiale. Et ensuite, le soir, on a un petit peu de temps libre avant de se mettre au lit et puis de recommencer la même journée à peu près le lendemain. Ce qui fait qu'au final, le temps passe très, très vite. De temps en temps, on a aussi une activité exceptionnelle. On sort en sortie extravéhiculaire. On a un véhicule cargo qui vient nous ravitailler, mais en général, on est bien occupé. Et qu'est-ce qui est différent par rapport à votre mission d'il y a 5 ans? Si vous devez comparer, beaucoup de choses ont changé ou c'est très similaire? Là, je vois que vous êtes en train de vous stabiliser, oui. Il y a pas mal de choses qui ont changé. En fait, la station, évidemment, c'est toujours la même. On a quand même un nouveau module russe qui est arrivé. Donc ça, c'est une nouveauté. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas ajouté une pièce à la station spatiale. À l'intérieur, on a aussi pas mal de choses qui ont changé. En fait, vous voyez peut-être un peu autour de moi, mais il y a énormément d'équipements, de câbles. En fait, on a ajouté des équipements scientifiques de recherche à bord de la station. Donc c'est beaucoup plus fourni que ce que j'avais connu il y a 5 ans parce que l'utilisation scientifique de la station augmente chaque année. On a de plus en plus de temps à consacrer à la recherche et de résultats scientifiques. Et puis aussi à l'extérieur, on a aussi installé des nouveaux panneaux solaires. Donc ça, c'était pendant notre mission, on est allé les installer à l'extérieur. Donc la station a pas mal changé en fait, mais je retrouve quand même un petit peu mes marques. Et alors, ces fameuses sorties extravéhiculaires, là, comment ça se passe? Racontez un peu. Eh ben c'est un petit peu l'expérience ultime du vol spatial. Il faut imaginer la comparaison, c'est comme si vous étiez dans un sous-marin. La station, c'est un peu comme un sous-marin. En fait, on est bien protégé par notre coque en acier, des hautes pressions, des hautes températures, de l'absence de lumière, etc. Donc, tant qu'on est à l'intérieur, tout va bien. En fait, la vie est, j'allais dire, facile, entre guillemets. Par contre, dès qu'on va sortir en scaphandre, là, on va se confronter à un environnement qui est vraiment extrême. On est beaucoup plus exposé, donc le risque augmente. On fait très attention, évidemment, on a des procédures de sécurité, mais le scaphandre, c'est un véritable petit vaisseau spatial individuel avec tous les systèmes, l'oxygène, la radio, la propulsion, tout ce qui nous permet de vivre dans l'espace. Et puis, moi, je trouve vraiment l'expérience, c'est d'aller se confronter aux dimensions de la station. Encore une fois, à l'intérieur, on ne s'en rend pas forcément compte, mais nous, on est allé tout au bout pour installer des panneaux solaires, donc à 70 mètres d'un côté à l'autre. Quand on se confronte à ça, on se trouve vraiment tout petit par rapport à la station et encore plus petit par rapport à la Terre qui défile sous nos pieds. C'est des souvenirs, à mon avis, que j'aurai toute ma vie. Et pour vous, là, quels sont les objectifs, enfin, quels étaient les objectifs principaux de la mission? Et est-ce que vous revenez avec le sentiment qu'ils sont atteints?
et comment vous voyez la suite? Ah oui, c'est une très bonne question. Les objectifs principaux de la mission, il y en a vraiment deux en fait. La station spatiale, d'une part, on s'en sert comme laboratoire au service de la Terre, donc vraiment pour avoir des résultats médicaux, des résultats sur les matériaux, pour faire des nouveaux alliages, le système immunitaire, toutes ces choses qui peuvent être utilisées. On va espérer pour améliorer la vie de nos concitoyens, notamment européens, français. C'est pour ça qu'on vient à bord de la station spatiale. Mais ce qu'on fait aussi à bord de la station, c'est préparer la suite de l'exploration. C'est vraiment utiliser cette station comme une étape, apprendre à vivre dans l'espace sur le long terme. Ça fait plus de 21 ans aujourd'hui qu'on a une présence humaine ininterrompue dans l'espace, et notamment européenne et française. Pas ininterrompue pour les Français, mais au global sur 21 ans. Et ça va nous permettre d'aller plus loin. En fait, le but ultime, c'est pas d'en rester au voisinage de la Terre. Le but ultime, c'est d'aller plus loin. C'est vraiment de retourner vers la Lune, mais de manière plus durable. Pas seulement pour y planter un drapeau, mais pour y établir une base, pour y apprendre des choses scientifiquement. Et puis dans quelques années encore, d'aller vers Mars, parce que Mars, c'est vraiment là où on va répondre à des questions un peu fondamentales. D'où on vient, où est-ce qu'on va dans l'univers. Est-ce que ce qui peut arriver à Mars, c'est-à-dire perdre son atmosphère, perdre son eau liquide, ça peut nous arriver à nous sur Terre? C'est quand même des questions qui nous intéressent en ce moment. Donc, ce qu'on fait aussi dans la station, c'est préparer tout ça. Donc, je pense qu'au regard de ces deux objectifs-là, on revient avec énormément de résultats et la mission a été remplie. Ouais. Et l'observation de la Terre en permanence là, que vous effectuez au-delà de vos clichés, de tout ce qui est vous partagez, qui est très inspirant, est-ce que vous voyez véritablement les conséquences du dérèglement climatique? Est-ce que de là où vous êtes, vous avez, je dirais, des traces tangibles de ce qu'on décrit, ce contre quoi on lutte chaque jour? Et malheureusement, oui, Monsieur le Président, on voit distinctement depuis quand quand on jette l'œil par les hublots de la station spatiale, on voit distinctement ce que j'ai vu la dernière fois. Là. Alors la fragilité de la Terre, ça choque évidemment. C'est une expérience un peu sensorielle de voir à quel point on est une oasis isolée avec des ressources limitées et que tout ça c'est très fini en fait. Mais on voit aussi malheureusement les effets néfastes des activités humaines. On voit la pollution des rivières, on voit la pollution atmosphérique, on voit des choses comme ça. Ce qui m'a vraiment choqué pendant cette mission, c'était les phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes. En fait, c'était les feux sur des surfaces immenses. On voyait des régions entières qui brûlaient depuis la station spatiale. Au Canada, en Californie, on a vu la Californie entière recouverte d'un nuage de fumée. On voyait les flammes à l'œil nu depuis la station spatiale à 400 km d'altitude. Même chose dans le sud de la France, en Grèce, sur le bassin méditerranéen. Et puis on voyait aussi malheureusement le triste spectacle des tempêtes tropicales qui avaient l'impression on avait l'impression qu'elles s'enchaînaient. En fait, on en voyait une. Vous savez, ces cyclones qui sont impressionnants vu de la station spatiale, mais une fois que l'un était passé, malheureusement en faisant des dégâts, on en voyait déjà un autre qui se formait dans l'Atlantique Sud. On le voyait distinctement ici depuis la station. Donc tout ça, c'est impressionnant et on sait que ces phénomènes, ils sont accélérés en force, en intensité par le changement climatique. Évidemment, ça c'est une vision très humaine en fait. Au final, c'est une vision un peu sentimentale. Moi, je dirige mon appareil photo quand il y a des choses inquiétantes ou jolies, mais il faut complémenter ça avec la vision très scientifique des satellites d'observation, le programme de l'Agence spatiale ou du CNES, qui eux nous permettent de conclure scientifiquement avec des données valides qui souffrent pas de contestation sur le changement climatique et les phénomènes météorologiques qu'on rencontre. Et là, de la même manière, vous avez vu des évolutions par rapport à votre dernière mission? Oui, on a vu malheureusement, alors pour des phénomènes comme la fonte des glaces qu'on observe depuis l'espace très clairement, mais il faut se placer sur le temps long. En 4 ans, moi je peux observer des choses, mais ça peut être un cycle. Ce qu'on veut voir, c'est la courbe, vraiment la tendance de la courbe sur le temps long, comme on dit. Donc ça, on a des satellites d'observation pour faire ça. Ce qu'on a vu vraiment, moi je pense, c'est ces phénomènes météorologiques. Là, ça s'accélère de manière assez inquiétante. En fait, d'une année sur l'autre, on sait qu'on bat des records de température sur Terre, mais d'une année sur l'autre, on sait aussi qu'on bat des records de feux, de tempêtes, d'inondations. Et ça se voit très, très clairement. Et ça, j'ai très clairement vu la différence par rapport à ma mission d'il y a 4 ou 5 ans. Ouais, donc, malheureusement,
vous documentez le pessimisme de court terme. Moi, je suis un optimiste de la volonté, donc je pense on peut l'endiguer, mais aujourd'hui, malheureusement, on vit ses conséquences au quotidien. Et on le voit, comme vous l'avez rappelé, en Méditerranée, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes ou dans le Pacifique. Oui, absolument. Thomas, Et ça fait un peu mal au cœur de voir des zones menacées. Je pense aux zones de récifs coralliens, par exemple, ou les îles qui sont à peine au-dessus du niveau de la mer. Ça, encore une fois, ça se voit très clairement depuis la station spatiale. Et on espère, comme vous le dites, qu'on va arriver à prendre les mesures qui s'imposent pour rendre la planète, faire en sorte que la planète reste habitable pour tout le monde dans les années, les décennies et les siècles qui viennent. Oui, comme vous savez, là, on est dans une phase où il faut de toute façon, malheureusement, dans les régions où les conséquences sont déjà là et visibles, résister, protéger, nous adapter. Et pour prévenir, il faut continuer, il faut accélérer beaucoup plus à la fois les engagements et leur mise en œuvre. C'est un peu l'objectif de cette COP, mais surtout de ce qu'on essaie tous de faire au niveau national comme au niveau régional. Et là-dessus, c'est le plan européen. Mais il y a un énorme travail devant nous. Je pense qu'on en a tous conscience, mais avec cette volonté d'accélérer. Thomas, quand vous regardez un peu votre travail, la manière dont ça a évolué depuis 5 ans, mais tout ce que aussi à la fois les explorations, mais l'ensemble des métiers de l'espace peuvent apporter, où est-ce que vous pensez qu'il faut projeter la France à horizon 10-15 ans? Moi, je pense qu'il faut avoir une ambition qui soit grande, qui soit au niveau quelque part du passé de la France et du présent de la France dans le domaine spatial. On est la première économie spatiale de l'Europe. L'Europe, au global, est quasiment la première puissance spatiale mondiale. Je pense que l'espace, vous l'avez dit, a énormément à apporter dans la lutte contre le changement climatique, dans la réponse aux catastrophes climatiques ou naturelles, dans en fait la connexion des gens à travers la planète. On a énormément de thèmes dans lesquels l'espace va nous aider en fait à faire face aux défis du futur. Il faut accélérer l'utilisation de l'espace en Europe et en France, je pense qu'on a tous les atouts. On est leaders mondiaux dans énormément de domaines qui sont liés à l'espace. Il faut avoir l'ambition qui correspond à ça et qui va nous placer, je pense, parmi les leaders aussi à l'horizon 10-15 ans pour la réponse à tous ces problèmes qui se présentent à nous. Non, moi je partage, et au-delà de votre exemple qui est très inspirant pour les jeunes, on en a déjà plusieurs fois parlé, et merci encore de ce que vous avez d'ailleurs fait pour que des jeunes s'inscrivent dans les programmes, qu'il y ait aussi une féminisation de ces programmes et que des nouvelles vocations se créent. Avec France 2030, on a essayé de projeter le pays, comme vous le disiez, pour qu'il soit à la hauteur de son passé et de son présent, parce l'Europe est sans doute la première puissance spatiale aujourd'hui. Il y a une concurrence accrue, on le voit bien. La Chine, les États-Unis d'Amérique, même la Russie s'investissent. On a une concurrence aussi d'acteurs privés, qui est un vrai sujet qui change complètement l'organisation de l'espace, au-delà de ce qui est le plus médiatisé. Et on a un domaine justement spatial qui est de plus en plus confronté à des problématiques nouvelles, à la fois de concurrence, mais aussi de règles à définir. Et la France, je crois pouvoir le dire encore aujourd'hui, est une très grande nation spatiale au sein de cette Europe. Donc pour moi, ce qu'on veut essayer de faire à horizon 2030, c'est plusieurs choses. La première, c'est de développer beaucoup les services, ce que vous avez dit, le suivi du climat, l'observation, la connectivité, justement tout ce qui est couverture, la navigation, couverture mondiale, de le faire pour les Européens, mais aussi pour nos partenaires, et de développer ces services, l'utilisation des données, la numérisation. Et donc là-dessus, moi, là, un peu votre réaction, mais c'est pour moi le premier axe. Le deuxième axe, c'est pour nous aussi une petite révolution, mais c'est que nos grands acteurs historiques, que sont le CNES, Ariane Espace, Ariane Group, évidemment avec le partenariat intime avec l'ESA, maintenant développent un travail accru avec des acteurs très émergents, c'est-à-dire des startups, des entreprises qui sortent parfois même de nos laboratoires, de fruits de la recherche publique et privée, mais il y a ce qu'on appelle ce New Space, qui est vraiment une petite révolution organisationnelle. Et l'idée, c'est quand même à très court terme aussi de continuer à innover, et on a cette volonté d'avoir d'ici 2025-2026 le premier mini-lanceur réutilisable, ce qui, je crois, sera un vrai défi,
et lui est atteignable. Et j'ajoute à ça, parce que vous l'avez évoqué, notre volonté de pouvoir lancer et participer aussi aux grandes missions d'exploration. Il y a la Lune, il y a Mars, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ces très grands projets, parce qu'ils sont aux limites et aux frontières technologiques et humaines, mais à chaque fois, ils nous apprennent des choses exceptionnelles sur la matière, sur les équilibres de nos écosystèmes et en effet l'avenir de la planète. Oui, je pense que c'est un plan qui a l'air absolument, enfin qui me paraît moi tout à fait judicieux. Évidemment, les applications, c'est un peu ce qu'on fait dans la station spatiale. On a le côté très terre à terre, si vous me permettez le mauvais jeu de mots, qui est vraiment la recherche pour la vie de tous les jours, ce qu'on peut appeler application vraiment. Et puis le côté inspiration, qui est que ben voilà, pour changer le monde, il faut faire changer les gens. Pour changer les gens, il faut les faire rêver quelque part, il faut les emmener avec nous. Donc on a besoin de ça, on a besoin de ces missions qui tirent un petit peu, qui poussent chacun à atteindre un peu l'excellence, et c'est ça qui ensuite va se répandre dans la société en des dizaines, à mon avis, de conséquences positives. Donc l'approche par les deux côtés, à mon avis, c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de la station spatiale, à un niveau français, à un niveau européen, à un niveau international, puisque ces questions-là, vous savez mieux que moi, Monsieur le Président, elles se jouent à des niveaux internationaux. Je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin, et que ça va nous permettre non seulement de garder cette place qu'a la France, mais de faire encore mieux. Et c'est à ça qu'on devrait aspirer. L'objectif, c'est en effet, en plus de tout ce qu'on fait d'ores et déjà avec le CNES, l'ESA, d'investir sur ce plan 1,5 milliard d'euros. Après, on va voir si les choses s'accélèrent et s'il faut réabonder à ce programme. Mais je pense que c'est absolument essentiel. Et moi, je suis convaincu que, d'une part, il y a énormément de potentialités scientifiques, industrielles, économiques, mais il y a aussi beaucoup de synergies avec d'autres domaines. Le climat, les nouveaux matériaux et évidemment tout ce que encore la connaissance nous permettra et les recherches nous permettront de défricher. Donc, j'ai le sentiment que c'est que le tout début de l'aventure. Oui, je suis d'accord avec vous. Quand on se place dans une perspective historique, ça fait 50 ans, 60, 70 ans qu'on va dans l'espace, c'est rien du tout à l'échelle du globe, à l'échelle de la présence humaine. Donc, il ne faut pas s'interdire de rêver. Où sera-t-on dans 50 ans, dans 70 ans? Je pense qu'on sera beaucoup plus loin. Je pense que le monde sera très différent, qu'il sera beaucoup plus connecté, qu'il y aura des applications qu'on ne peut même pas imaginer. Il faut se positionner pour ce futur-là. Il faut le rendre possible. En fait, c'est la manière dont moi je vois un petit peu le travail de scientifiques, d'ingénieurs, d'astronautes, de ce qu'on essaie de faire dans les agences comme l'ESA et le CNES, un peu de rendre ce futur meilleur possible pour tout le monde. C'est peut-être un peu des grands mots, mais c'est comme ça qu'on le vit, qu'on conçoit la mission, et c'est pour ça, en fait, au final, que nous, on risque un peu notre vie pour aller dans l'espace. Ça me fait plaisir de vous entendre dire ces mots-là, et ben, j'espère qu'on va arriver à atteindre ces objectifs, mais en tout cas, c'est une très, très bonne chose de se les donner. Merci beaucoup, Thomas. On me fait signe qu'on arrive au terme de la connexion. Je veux d'ailleurs remercier toutes les équipes vraiment d'avoir permis ce contact. Moi, je n'oublie pas que dans quelques semaines après avoir été élu, je vous avais accueilli, mon pauvre. Vous arriviez sur le sol terrestre. C'était très dur physiquement et ça me touche beaucoup dans cette période d'être en connexion avec vous alors que vous êtes encore là-haut, si je puis dire. Et au-delà de tout ce qu'on va lancer, je voulais vraiment vous dire merci parce que chaque jour, vous donnez de votre temps, de votre énergie et vous prenez des risques, comme vous l'avez dit, pour continuer cette aventure spatiale française, européenne et mondiale, mais aussi vous créez beaucoup de vocations et vous inspirez beaucoup. Et cette part de rêve, elle est essentielle. Donc, on essaie tous de bâtir un futur désirable et possible, et vous y contribuez grandement, mais en plus, vous apportez cette part de rêve et d'inspiration. Donc, merci beaucoup pour ça, Thomas, et bon dernier jour un peu pour vous. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, oui, je pense que c'est important d'emmener les jeunes avec nous dans cette aventure, de les inspirer. Moi, ça me faisait vraiment rêver quand j'étais jeune. Je me revois encore à cet âge-là, et c'est pour ça aussi que j'essaie de partager la mission.
Mais en tout cas, c'était un honneur de vous avoir à bord de la station spatiale aujourd'hui. Effectivement, je me rappelle quand on s'était parlé au retour, peut-être on aura l'occasion de le faire cette fois-ci un peu différent, parce qu'on va se reposer dans l'eau, en fait, un amérissage plutôt qu'un atterrissage, mais les conditions sont à peu près les mêmes. Et puis écoutez, on se donne rendez-vous pour la suite de l'aventure. Il y a énormément de choses à faire pour le domaine spatial, pour la société européenne et française, que ce soit à bord de la station spatiale ou dans tous les métiers au sol. Donc écoutez, on espère que ça suscite les vocations. Et puis moi, j'ai pas l'intention de m'arrêter là. On vous voit à votre retour. En tout cas, bonne fin de mission, Thomas, et merci infiniment. Merci de votre temps et de tout le reste. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci. Merci, Thomas. Station, this is Houston ACR. That concludes the event.